Alors, l'encadrement juridique du travail animal que je vais aborder, ce sera l'occasion de s'interroger sur l'inégalité de traitement et de droit entre les travailleurs humains et non humains, et de réfléchir à la pertinence de ne doter qu'un seul animal, à savoir l'homme, de droits fondamentaux, surtout en présence d'intérêts semblables. Alors, nous ne sommes en effet pas les seuls animaux qui travaillent. Les animaux domestiques, ils remplissent des fonctions très diverses aux côtés des humains, du militaire au berger, en passant par le policier et de l'athlète de haut niveau au thérapeute, pour ne citer que quelques exemples. Ils mettent à disposition leur temps et leur talent pour remplir des missions que parfois nous ne pourrions ou ne voudrions plus accomplir. Et ils sont sélectionnés, entraînés, la plupart du temps contraints à exercer des métiers selon leur tempérament, leurs facultés et leur expérience, surtout en fonction de nos besoins et bien souvent en dépit de leurs préférences. Alors, mon but n'est pas de vous démontrer que les animaux travaillent. À mon avis, ça a déjà été fait et mieux que moi par d'autres. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont nous bénéficions du travail des animaux domestiques sans qu'ils reçoivent une juste contrepartie. Et mon objectif, c'est de promouvoir une réforme juridique de nos relations de travail avec les animaux. J'exclus volontairement les animaux sauvages du champ du droit du travail animal, bien que nous bénéficions indirectement, de leurs services écosystémiques, tandis que leur vie en captivité devrait, selon toute logique, cesser. La raison d'être d'un droit du travail animal, c'est que la majorité du travail des animaux domestiques, aujourd'hui, elle est forcée, elle cause des souffrances et elle cause la mort. Mais l'avantage d'adopter la perspective du travail animal, c'est que l'on met en avant ces animaux en tant qu'acteurs de relations intersubjectives et en tant de co-auteurs d'une collaboration interespèces, bien qu'ils soient également victimes d'abus sur le lieu de travail. Donc, l'existence et la possibilité même de ces relations mettent l'accent sur la conscience animale qui rend possible ces échanges et l'exécution de travaux par les animaux, ce qui permet de porter un autre regard sur eux. Il est évident cependant que de nombreuses formes de travail devraient cesser en raison des souffrances qu'elles infligent aux animaux, en particulier dans la production et l'expérimentation animale de manière générale, mais aussi au cas par cas. Il est urgent de dépasser la seule pénalisation des formes de cruauté dites non productives ou gratuites pour protéger les animaux contre toutes les formes de mauvais traitement, quelle que soit leur espèce et l'intérêt que l'on peut invoquer pour les justifier. Alors seulement on pourra parler de droits des animaux. Le travail, pour moi, peut contribuer à repenser la place de l'animal et remonter nos relations pour construire une société multi-espèces. Nous pourrions libérer les animaux domestiques par le travail et non du travail. Tout dépend où on fixe la ligne qui distingue le travail de l'exploitation. Le chien guide d'aveugle qui rend service peut difficilement être comparé au veau que l'on enlève à sa mère, que l'on engraisse et que l'on abat. Tout comme un cheval employé dans la thérapie ne peut pas être comparé à une souris disséquée dans un laboratoire. C'est cela même qu'une législation encadrant le travail des animaux pourrait transformer pour ne conserver que les collaborations vertueuses et maintenir nos relations avec les animaux domestiques à condition de prendre en compte sérieusement leurs intérêts fondamentaux et de promouvoir leur épanouissement au travail et après le travail. Alors, en droit français, la loi Gramont de 1850, elle est venue condamner pour la première fois en France les mauvais traitements commis en public contre les chevaux utilisés pour le transport, qui travaillaient jusqu'à épuisement, ce qui avait pour effet de choquer les bonnes mœurs. Et un même phénomène a pu être observé au niveau international. Depuis, et malgré l'adoption de standards de bien-être animal minimaux dans la production ou l'expérimentation animale, la protection des animaux domestiques au travail, du travail et en dehors du travail, elle est restée très embryonnaire. Certains pays prévoient en théorie la sanction des mauvais traitements dans le cadre du travail mandaté aux chiens ou aux chevaux, par exemple, lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à épuisement, mais aucune législation du travail animal à proprement parler n'existe. Donc en France, par exemple, on peut trouver dans le Code du sport et non du travail les articles A322-116 et suivants concernant les chevaux. L'article A322-128, par exemple, dispose qu'il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier. Pour autant, la portée de certains articles reste très limitée, puisqu'aucun droit en soi ne peut être invoqué par le cheval en cas de contravention, tandis que l'objectif, ça semble plutôt être la sécurité des participants. Ensuite, l'article A322-139 semble aller plus loin en consacrant une protection des malades, des blessés et des femelles gestantes, puisqu'il stipule que les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.
On pourrait y voir les débuts donc d'un droit du travail animal en France, à tout le monde un droit du travail équin. Enfin, l'article A322-140 mentionne même les heures de travail de cet animal qui ne doit pas rester scellé et bridé inutilement. Voilà ce qu'on peut mentionner en termes de droits positifs. C'est assez maigre. Et depuis la réforme du statut juridique de l'animal en 2015, on se trouve dans une impasse. Comme a pu le mentionner également Valérie Giraud, l'animal est un être sensible, il n'est plus une simple chose, mais il reste encore soumis au régime des biens, faute d'être une personne, et il n'a pas été doté en conséquence de droits fondamentaux. Donc, selon la formule bien connue de Jean-Pierre Marguenot, les animaux seraient depuis lors en lévitation juridique entre les choses et les personnes. Avec quelques années de recul, cependant, pour ma part, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment décollé. Les travailleurs animaux sont omniprésents et essentiels dans de nombreuses activités à travers le monde. Pourtant, ils sont complètement invisibles dans le droit du travail, qui désigne les lois qui traitent des droits légaux des personnes qui travaillent. Vous l'aurez compris, ils ne jouissent d'aucun droit juridiquement opposable, car ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine, par laquelle et autour de laquelle tout droit est construit. Malgré les arguments en faveur de leur reconnaissance en tant que travailleurs dotés de droits sociaux, aucun instrument ne répond à la nécessité pour ce faire de la transformation de leurs conditions de propriété, objet de droit, à celle de personnes ou d'êtres juridiques, sujets de droit. Donc, lorsque ces animaux sont protégés dans le cadre du travail, c'est sur la base de leur valeur instrumentale et patrimoniale en tant que bien propriété de celui qui exploite leur travail. Et l'absence d'une protection adaptée à leurs besoins entraîne des conséquences terribles pour eux, puisqu'ils peuvent être détruits une fois qu'ils ne sont plus utiles, comme une simple chose, et n'ont pas droit à une retraite ni à un suivi obligatoire de leur état de santé, entre autres préoccupations. Et le manque d'estime pour ce travail augmente également les risques que ces animaux soient victimes de mauvais traitements, tant qu'ils restent des actifs soumis à droit de propriété et non de véritables collaborateurs. En conclusion, concernant le droit positif, la ligne tracée par le droit, elle est clairement spéciste, puisque les animaux humains et non humains participent à la société par leur travail, mais seuls les premiers ont droit à une protection sur le seul critère de leur appartenance à l'espèce humaine. Donc le droit ne permet pas en l'état actuel de remédier aux injustices commises à l'encontre de millions d'animaux au nom du travail dans le monde. Il n'existe pourtant aucun obstacle juridique à l'élaboration d'un droit du travail animal pour améliorer les conditions de travail et de vie de ces travailleurs. Donc sa nécessité apparaît dans la mesure où les législations actuelles sur le bien-être animal, elles perpétuent l'exploitation des animaux sous couvert de leur utilisation humaine, mais elles ne remettent pas du tout en question leur marchandisation. Alors le problème, c'est qu'alors qu'il est indispensable que le caractère sentient de tous les animaux soit consacré globalement, évidemment, ce n'est pas suffisant, puisque c'est le paradigme de la propriété qui continue de poser problème et que l'on semble totalement éviter d'affronter. Tandis que les humains sont des personnes juridiques protégées par des droits fondamentaux, les animaux domestiques restent des objets de droit de propriété. Ça signifie que les humains qui en sont propriétaires peuvent décider de les utiliser, de les vendre et de les tuer plus ou moins comme bon leur semble, moyennant certaines restrictions. L'animal nu en droit est vulnérable et sans défense, et donc ce travailleur, nous devons le revêtir de droits fondamentaux sur la scène juridique. Et pour faire son entrée sur cette scène juridique, on devra le parer du masque de la personne juridique. En effet, de nombreux auteurs soutiennent que les autres animaux devraient se voir accorder le statut de personne afin de bénéficier d'une véritable protection par le droit, tandis que d'autres, comme a pu le citer Valérie Giraud précédemment, tentent de réinventer le concept de propriété. Il convient de rappeler une fois de plus que l'acquisition de la personnalité juridique, elle n'est pas, dans tous les cas, liée à un critère biologique, quelles que soient les modalités spéciales qu'on choisira de lui attacher, et elle impliquera nécessairement, évidemment, une forme de représentation. Concernant le statut juridique dont on pourrait doter les animaux, plusieurs choix s'offrent à nous. Favor il propose le concept de propriété vivante, en maintenant les animaux en tant que propriété tout en leur reconnaissant des droits. Sa théorie, elle se base sur le principe de la fiducie, qui divise le titre de propriété entre titre équitable et titre juridique, et reconnaît la propriété autonome équitable des animaux. C'est un petit peu compliqué, mais l'avancée, elle consiste à sortir les animaux de la catégorie des biens personnels pour les placer dans une nouvelle catégorie de propriété vivante. Mais il n'est pas certain que cela puisse réellement remettre en cause le statu quo, bien que selon Fabre, cela puisse permettre de doter les animaux de droits, selon toute probabilité, des droits que l'on peut qualifier de mous. D'un autre côté, selon Fernandez, on devrait résister à la classification binaire et utiliser plutôt le concept de quasi-propriété et de quasi-personne, en reconnaissant que les autres animaux sont déjà titulaires de droits et possèdent déjà une forme de personnalité qui peut et doit être élargie, et obéirait ainsi à un statut de propriété qui serait déjà une sorte de quasi-personnalité.
Alors, j'ai quelques doutes, mais l'idée est de fournir un concept juridique flexible pour le plus grand nombre possible d'espèces et qui puisse évoluer dans le temps à mesure que les attitudes sociales concernant ce qu'il est permis ou non de faire un animal non humain changent. Ça semble très pratique, mais je ne suis pas certaine que cela nous éloigne foncièrement de la proposition de Favor et du statu quo, ni de la position consistant à considérer que les autres animaux possèdent déjà certains droits mous, chaque fois que les humains ont des devoirs envers eux. L'absence de droits fondamentaux, elle reste intacte tant que les animaux ils restent soumis au régime de la propriété. Donc Favre et Fernandez, ils adoptent une approche pragmatique à ce problème pour éviter une rupture, mais il me semble évident qu'elle sera nécessaire pour confronter les origines du problème à un moment ou à un autre, à savoir le traitement commercial des animaux et les intérêts économiques investis dans la propriété. Ça ne veut pas dire qu'une telle rupture ne puisse se faire en douceur, mais elle se doit d'être ambitieuse. Alors, Franchon, il avance la théorie la plus radicale des droits des animaux. Selon lui, tous les êtres sentients ont le droit de ne pas être traités comme notre propriété. Dans sa conception, cependant, cela suppose un terme à la domestication et la fin de toute relation avec les animaux, qui est vue comme inévitablement néfaste. Alors, j'adhère pas à cette impossible conclusion, mais son hypothèse de départ, c'est la bonne, puisque le statut de marchandise économique des animaux, elle empêche jusqu'alors toute prise en compte égale de leurs intérêts. En droit français, maintenant, Rega et Rio, auteurs de la Déclaration de Toulon, nous proposent le statut de personne physique non humaine pour les animaux, qui préserve la fameuse traditionnelle summa divisio entre les personnes et les choses, dont l'une des catégories serait les animaux liés à un fonds, c'est-à-dire ceux utilisés pour la production, les divertissements et l'expérimentation, autrement dit les animaux domestiques économiquement utiles aux humains. Alors si cette option est retenue, il me semblerait opportun d'ajouter, voire de remplacer cette catégorie nécessairement transitoire par celle des travailleurs animaux non humains, fondée sur la relation de travail entre l'homme et l'animal domestique, qui n'est pas systématiquement présente dans le cas dit des animaux liés à un fonds, alors que le travail n'est pas évaluable qu'en termes d'intérêt économique. Donc cette catégorie des animaux liés à un fonds, elle me paraît vouée dans tous les cas à disparaître dans la perspective de la reconnaissance d'une personnalité juridique de l'animal doté de droits fondamentaux, puisqu'en toute logique, ça viserait à terme l'élimination de ces formes d'exploitation animale. Enfin, selon Descartes, en droit canadien, mais on peut extrapoler en droit français, la raison pour laquelle les animaux ne bénéficient pas de protection juridique solide et que nos systèmes juridiques et politiques sont anthropocentriques, je suis totalement d'accord avec elle, et que même le statut de personne juridique est structurellement anthropocentrique. C'est pourquoi elle propose un nouveau statut juridique pour tous les animaux non humains qui va au-delà de cette division entre personne et propriété, à savoir l'être juridique. Elle nous démontre ainsi que c'est possible de rejeter la dichotomie tout en faisant des autres êtres sentients des sujets de droit. Alors, une fois passé en revue les possibilités de statut juridique pour ces animaux, et sans passer en revue les différentes théories des droits des animaux et les possibles droits fondamentaux qui peuvent leur être conférés, je mentionnerai les droits sans libération conceptualisés par Cochrane. Selon lui, les êtres sentients ont le droit à ne pas souffrir et à ne pas être tués. Donc si vivre avec les animaux, c'est bien travailler avec eux, on est loin de la conception du don et du contre-don avancé par Porcher pour analyser le travail animal, qui est incompatible selon moi avec les droits fondamentaux du travail pour les animaux que je vais énoncer, car selon sa vision, l'abattage, c'est la finalité inévitable pour tout travailleur animal une fois son utilité éteinte, ce qui serait par ailleurs une fin de carrière impensable pour un travailleur humain. Et je m'appuie également sur les droits relationnels ou différenciés selon les groupes, fondés sur la nature de la relation de l'animal avec la société humaine, proposés par Donaldson et Knitka dans leur théorie politique des droits des animaux. Donc le droit fondamental au bien-être des animaux domestiques découle selon moi de relations de travail et d'affection interespèces. Alors le cadre conceptuel de ce travail interespèce vertueux que je propose, il entend étendre aux travailleurs animaux le principe du travail décent promu par l'Organisation internationale du travail, qui fait partie des objectifs de développement durable, lesquels cependant occultent totalement les animaux en tant que travailleurs. Un travail décent se définit comme offrant la sécurité sur le lieu de travail, une protection sociale et une rémunération équitable, de meilleures perspectives de développement personnel et d'intégration sociale, ainsi qu'un traitement égal et bon des travailleurs. C'est tout le mal que l'on souhaite aux animaux. Alors, les protections sociales offertes par le droit du travail et les droits sociaux prévus par le droit des droits de l'homme, ils pourraient être étendus sans difficulté aux travailleurs animaux. Ce sont des droits aussi simples que le droit à la santé, le droit au repos, le droit à une rémunération équitable, le droit à la sécurité au travail, le droit à la retraite,
très important, ainsi que l'interdiction du travail forcé et la liberté de représentation, selon les conventions de l'Organisation internationale du travail. On peut en effet déduire ces limitations au travail des animaux des instruments juridiques déjà existants au niveau international, tels que par exemple la Convention de l'IoT sur le travail forcé, qui le définit comme tout travail qui n'est pas volontaire ou effectué sous la menace d'une sanction qu'on peut tout à fait appliquer au cas des animaux domestiques. Et cette interdiction, elle apparaît essentielle au respect de leur intégrité physique et psychique et à leur bien-être. On peut aussi regarder une autre convention de l'OIT, par exemple, qui impose un âge minimum de travail, dont on pourrait dériver l'imposition d'un âge minimum compatible avec le développement des jeunes animaux en fonction de la nature de l'activité et des impératifs biologiques de l'espèce, notamment pour les travaux susceptibles de mettre en péril leur santé ou leur sécurité. Et cela pourrait signifier que les animaux domestiques ne pourraient travailler, par exemple, qu'une fois atteint l'âge adulte, ce qui exclurait de facto les méthodes actuelles de production et d'expérimentation animale, où les animaux sont généralement exploités dès la naissance et pour une vie excessivement courte. Selon Coulter, c'est le nom de ma directrice de thèse, si je l'écorche, c'est problématique. Selon Coulter, ces droits fondamentaux du travail pourraient être complétés par des principes spécifiques au lieu de travail, au secteur ou même à l'animal, qui seraient élaborés pour répondre à des besoins, des droits, des détails et des avantages supplémentaires. Donc la protection des animaux au travail, elle irait bien au-delà des normes minimales de soins et de simples devoirs des humains vers les animaux qu'ils gardent. Bien sûr, il est essentiel que les animaux soient bien nourris et disposent d'un abri, mais leur emploi exige bien plus que la subsistance, y compris l'enrichissement de leur vie, tant au travail qu'en dehors. Alors, si on a le temps, on va s'arrêter brièvement sur un cas particulier, avant de conclure. Deux questions qui sont interconnectées à mes yeux, la rémunération et la retraite. Parce que quelle que soit sa forme, l'animal doit avoir droit à une compensation pour son travail. Or, même en nature, c'est-à-dire en assurant la subsistance de l'animal et en subvenant à ses besoins, cette compensation, elle ne dure que le temps de la carrière de l'animal, ce qui est problématique, surtout lorsque l'on garde à l'esprit la théorie du don et du contre-don avancée par Porcher, qui signifie ni plus ni moins la mort de l'animal lorsqu'il n'est pas ou plus utile. L'avantage d'un travailleur animal lorsqu'il n'est plus profitable ne peut pas être une solution satisfaisante ni respectueuse des intérêts fondamentaux de l'animal à ne pas souffrir et à ne pas être tué. Donc, à mon sens, pour que les animaux aient quelque chose à y gagner, à travailler et à faire société avec nous, et pour garantir une relation juste et la satisfaction de leurs besoins et intérêts fondamentaux, l'obligation de soins de l'employeur humain, elle devrait s'étendre au-delà de la fin de la carrière du travailleur animal, c'est-à-dire qu'elle devrait prendre la forme d'une obligation de soins à vie, ne pouvant être éteinte par la mise à mort de l'animal à la simple discrétion de son employeur, gardien ou propriétaire, selon comment on choisira de l'appeler. Il s'agirait donc de mettre en œuvre, par le biais de cette rémunération, un droit véritable à la retraite pour le travailleur animal, en lui fournissant une rémunération significative pour son travail et en le protégeant contre le risque du travail et de la vie, la pauvreté, les blessures, la maladie et la vieillesse, et surtout en le distinguant enfin définitivement de la chose dont on peut disposer par la destruction. Donc les travailleurs animaux, ils doivent bénéficier d'une juste part de la richesse et du bien-être qu'ils cogénèrent, et la retraite est un droit essentiel de tous les travailleurs, humains et non humains. On ne peut pas parler de travail animal et le détourner pour légitimer l'exploitation animale en bafouant ses droits les plus élémentaires. Donc la reconnaissance du travail animal, elle signifie la reconnaissance et la mise en œuvre des droits fondamentaux du travail. En conclusion, les relations de travail entre les humains et les animaux domestiques, ils doivent bénéficier à tous ceux qui y prennent part pour que les autres animaux profitent enfin des fruits de leur travail. L'extension des droits du travail pourrait contribuer à améliorer la santé et le bien-être des travailleurs animaux, puisque leurs conditions de vie et de travail sont clairement liées. Les relations de travail interespèces, elles pourraient continuer, évoluer dans le sens de la justice, moyennant des limitations strictes, en interdisant les activités qui infligent des dommages injustifiables et inutiles aux animaux. Et ces notions, ainsi que celles de souffrance excessive, elles doivent être repensées du point de vue des animaux, qui sont victimes d'une interprétation trop souple en faveur de tout intérêt humain, et donc désanthropisées pour être enfin favorables aux animaux censés bénéficier de ces normes. Une interprétation fidèle à leurs intérêts, elle mettrait hors la loi la production et l'expérimentation animale, dans la plupart des cas, ainsi que toute pratique consistant à faire souffrir et tuer des animaux au nom d'intérêts humains prétendument supérieurs, bien que des exceptions restent toujours possibles,
puisqu'on le sait tous, aucun droit n'est absolu. Et le nombre d'animaux employés dans une société multi-espèces ne serait pas négligeable, mais très certainement modeste par rapport au nombre abyssal d'animaux utilisés dans les secteurs de la production et de l'expérimentation. Un champ d'horizon s'ouvre à nous pour réformer les relations de travail entre les humains et les autres espèces animales, redéfinir les tâches qui leur sont assignées et accroître leur agentivité dans ce contexte. Donc, nous avons encore beaucoup d'activités à mener ensemble, bénéfiques tant pour les humains que pour les autres animaux, en s'appuyant sur les nombreuses capacités des animaux domestiques, en s'efforçant de les écouter et de mieux communiquer avec eux, pour rendre leur travail plus agréable et gratifiant. Enfin, la plus grande limite au potentiel de transformation du droit du travail animal, c'est l'incertitude qui entoure leur intérêt pour le travail avec et pour les humains, qui ne peut être déterminée qu'au niveau individuel. Et je pourrais même que beaucoup d'entre eux ne travaillent pas du tout, du moins pas de la manière dont nous le voudrions ou le leur imposerions, si nous leur laissions le choix. Alors, comment définir et évaluer ce qui est bénéfique pour les autres animaux, c'est une vaste question, mais une approche antispéciste axée sur leurs intérêts et leur expérience subjective peut apporter quelques réponses. On sait d'ores et déjà qu'une vie de confinement et d'isolement social ou une mort prématurée ne peuvent pas être considérées bénéfiques pour les animaux. Je vous remercie de votre attention.